Nous allons commencer cette conférence. Bienvenue à tous ici sur le forum Ville Durable de Polytech, une conférence dédiée donc à l'économie circulaire dans le bâtiment. De l'économie circulaire, il en est beaucoup question ici à Polytech. C'est une notion qui est présente dans les métiers de l'environnement. Elle peut parfois sembler un peu nouvelle dans ceux du bâtiment et de la construction, mais nous allons voir avec nos 5 invités qu'il y a des projets et des professionnels très impliqués sur ces sujets. Alors, je vais présenter très rapidement nos 5 invités. Thierry Juif, bonjour. Vous êtes directeur Bonjour. environnement éco-conception chez Bouygues Construction. À vos côtés, Didier Manceau, bonjour. Vous êtes président de Colas Île-de-France-Normandie. Encore un petit peu plus loin, Yvan Cartal, bonjour. Vous êtes directeur de programme chez Licity Sud-Est. Olivia Conny de Lacoste, bonjour. Vous êtes directrice développement durable de Bouygues Immobilier. Et enfin, Alexandre Garcin. Bienvenue à vous. Vous êtes responsable construction durable et innovation chez Bouygues Bâtiment Nord-Est. Voici, les présentations sont faites sans erreur, je crois. Et je vais commencer par donner la parole à un petit peu l'initiateur de cette conférence, Thierry Juif. Peut-être, puisqu'on parle d'économie circulaire, sachant de quoi on parle, alors est-ce qu'on peut redonner très rapidement les enjeux et définitions de la dynamique de l'économie circulaire, et puis peut-être avec une focale un peu plus sur le bâtiment, puisque c'est le sujet du jour. Tout à fait. Alors, si on vient sur une slide avant ou 2 slides avant, celle-là, voilà, merci. En fait, le premier constat que je voudrais rappeler, c'est quand même qu'on vit à crédit. Le monde vit à crédit depuis, alors au niveau mondial, depuis le 1er août 2018. Et si on se focalise sur la France, c'est depuis le 5 mai. Donc on a déjà consommé plus de 2 fois ce que notre territoire sait nous fournir, sait nous renouveler en une année. Donc on n'est quand même pas bien. Ça, c'est la première chose. En parallèle, on produit de plus en plus de déchets. Et le BTP n'est pas un des moindres, avec en France un peu plus de 260 millions de tonnes par an, dont 40 millions pour le bâtiment. Alors quand on met ces 2 éléments ensemble, on se dit qu'il est fondamental, nécessaire de s'engager dans une démarche qui nous fait passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'ADEME, on voit bien finalement les dynamiques qu'il faut enclencher. Alors vous allez me dire, vous n'allez pas nous faire un cours sur l'économie circulaire au global, ça vous êtes tous déconvaincus je pense dans la salle. Donc ce que je voudrais venir, c'est plus rapidement sur le bâtiment. Finalement, c'est quoi l'économie circulaire pour le bâtiment ? Et quand on repart à partir des sujets de l'ADEME, on peut arriver à une solution qui est juste après, voilà, et de dire comment traduit-on finalement les dynamiques de l'économie circulaire dans le bâtiment. On a déjà la consommation responsable du bâti, c'est vraiment réfléchir à quoi faire de l'existant, ne pas obligatoirement le démolir, mais 1, déjà le déconstruire, 2, le réhabiliter, 3, lui changer d'usage, plein de solutions. Ça, c'est le premier. Ensuite, allonger la durée de vie des matériaux, c'est sûr. Les 3 R, c'est obligatoire. Réparer, réutiliser, réemployer, recycler, ce sont des vrais sujets. On a aussi une chose pour... là, ce coup-ci, on parle en neuf, c'est concevoir des bâtiments dont l'obsolescence est retardée, donc des bâtiments qui vont évoluer. C'est un véritable grand sujet et c'est un sujet pour le monde du bâtiment. Les approvisionnements durables, c'est sûr, au niveau de l'énergie, au niveau de l'eau, au niveau des matériaux, au niveau du bois, des biosourcés, il y a des notions à suivre. Et puis, bien évidemment, la notion de déchets, diminuer les déchets, moins de déchets, plus de recyclage, c'est indispensable. Et puis, dernier et non des moindres, c'est aussi l'économie de la fonctionnalité en maximisant l'usage de nos bâtiments. Donc voilà les grandes thématiques que l'on peut avoir. Parfait. Merci Thierry pour cette introduction très claire et très illustrée de ces enjeux de l'économie circulaire dans le bâtiment. On va voir désormais avec nos prochains invités comment chacun s'est emparé un peu de cette thématique, en commençant donc par Didier Manceau. C'est vrai que pour beaucoup, Colas, dans la tête de beaucoup, notamment des visiteurs de salon, reste peut-être comme le numéro 1 mondial de la route. Alors on vous imagine pas trop dans le bâtiment d'abord, et puis pas trop dans l'économie circulaire du bâtiment. Alors comment vous êtes
impliqués sur ces sujets et puis quelle est la réalité de vos liens entre. Je dirais détrompez-vous, parce que Colas a une grosse activité déconstruction, c'est d'ailleurs le numéro 1 en France. Et surtout, Colas a commencé la déconstruction il y a maintenant une trentaine d'années, à amener des méthodes nouvelles dans un métier qui était un petit peu. C'était les débuts, c'était les balbutiements. L'avantage de Colas, ce qui a fait notre force, c'est que par rapport à l'économie circulaire, c'est que nous étions à la fois des gens qui avions besoin de matériaux pour réaliser des routes, et en même temps, d'un autre côté, nous avions du béton que nous démolissions de nos bâtiments. Et donc, l'idée, c'était de savoir si effectivement on ne pouvait pas les remettre dans nos structures. Faire des vases communicants un petit peu. Exactement. Donc, c'est ce que nous avons fait, ce que nous proposons à nos clients. Et c'est ainsi qu'on a poussé, nous, l'entreprise, pour faire en sorte qu'on puisse, au fil des années qui passent, réintroduire de plus en plus de matériaux, de béton concassé dans les matériaux. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, au début, l'administration, alors les routes, c'est essentiellement de l'activité publique, même s'il y a un petit peu de privé. La route, l'activité publique avait des laboratoires, avait des techniciens qui aimaient bien les choses, on va dire, les produits nobles. Et ces produits de deuxième vie n'étaient pas véritablement acceptés par ces techniciens. Donc on s'est battu. Et donc au début, on pouvait éventuellement recycler de l'ordre de 10% de matériaux. On arrive aujourd'hui dans des formules, ce qu'on appelle le blanc chez nous, c'est les sous-structures de voirie, à mettre 100% de matériaux recyclés. Et dans les structures comme les enrobés, le noir qui est au-dessus, on arrive à mettre du 40-50%. Même des clients comme Aéroport de Paris, sur des pistes, acceptent, et sur l'ensemble de leurs installations, de leur site, acceptent des productions d'enrobés jusqu'à 30% de matériaux recyclés. Donc ça, c'est pour la route. Et ensuite, c'est un savoir-faire que... Alors, après, au fil des années, bien sûr, il nous a semblé qu'on avait été capable de trouver à travers une filière qui avait une économie, mais quand je dis une économie en termes économiques, je crois qu'on avait... Voilà, et ça aide quand même, ça aide à lancer, parce que bien souvent sur ces sujets, on pousse, mais c'est vrai qu'il y a des coûts, il y a des réalités économiques qui font qu'on a beau vouloir pousser le sujet, c'est pas forcément évident. Et donc, on a cherché à chaque fois à voir quelles étaient les filières que nous pouvions rentabiliser. Vous avez une filière comme le faux plancher, par exemple, qui effectivement sont des matériaux qui coûtent cher quand vous voulez en acheter pour les mettre dans un ouvrage et qui ne vous coûtent pas grand-chose à déposer. Donc, c'était toutes ces filières, les unes après les autres. Et donc, nous sommes en permanence dans cette recherche pour trouver et pousser nos clients, surtout pour qu'ils nous laissent du temps pour réaliser ces travaux, et pousser, je dirais, l'administration, le gouvernement, pour qu'ils autorisent à travers les normes de réutiliser nombre de ces matériaux. Et avec toujours plus de nouveaux matériaux qui peuvent... Toujours plus de nouveaux matériaux, bien sûr. Parfait. Merci Didier. Je vais me tourner vers Olivia, peut-être, en tant que promoteur. Quelles sont vos solutions pour généraliser notamment un sujet qui est connexe à celui de l'économie circulaire, c'est la déconstruction sélective. Alors déjà, quelle est la définition de ce terme et celle que vous donnez? Et puis, est-ce que vous avez des projets à nous citer? Je crois qu'il y en a un qui est particulièrement exemplaire. Donc, on vous écoute sur cette déconstruction sélective. D'accord, merci. Bonjour à tous. Moi, j'aime bien illustrer le concept de déconstruction sélective avec un projet, celui de la réhabilitation des anciens laboratoires de Sanofi à Bagneux. On a travaillé d'ailleurs ensemble avec Colas. En fait, on est en train de construire un éco-îlot à usage mixte, des logements, des bureaux, une résidence étudiante à cet endroit-là qui seront livrés courant 2019. Et quand on est arrivé, on avait ce site à démolir, les anciens laboratoires Sanofi. Et donc les équipes opérationnelles arrivent et elles découvrent un site de 27 000 m² qui depuis 5 ans est parfaitement gardienné. Et les crayons sont encore dans les pots à crayons sur les bureaux. Donc oui, c'est assez marquant. Voilà, donc les équipes se disent c'est pas possible, on ne peut pas mettre tout ça à la benne. On a du temps, on est dans un projet, qui nous laisse un peu de temps. Il faut qu'on réfléchisse à comment on peut déconstruire ce site plutôt que le démolir. Et donc ils se sont retroussés les manches, ces opérationnels, et puis ils ont mis autour de la table, ils ont diagnostiqué tous les matériaux qu'il y avait sur ce site, de seconde œuvre, de gros œuvre. Ils ont mis autour de la table les éco-organismes, les associations locales, les industriels qui pouvaient devenir des filières potentielles de réemploi et qui pouvaient aussi prendre en compte le recyclage de ces matériaux. Et en tant que maître d'ouvrage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait parler des gens qui travaillent normalement de manière silotée.
on les a fait se parler, on a fixé des ambitions hautes de déconstruction sélective. On s'est dit on veut arriver à 80% de recyclage, réemploi sur ce site. Très bien. Et donc ça a duré un petit moment. Et on est très fiers du résultat parce qu'en fait, on est arrivé à 97%. En fait, tous les déchets de gros œuvres, ils ont été concassés et réutilisés sur place. Et on a travaillé pour ça avec Brunel, qui est donc une filière de Colas. Et puis, 79% des matériaux de seconde œuvre, on a réussi à les faire passer dans des filières. Pour atteindre une performance au-delà de vos espérances, on parlait de mobilisation, j'imagine que là, il y a eu une mobilisation forte des équipes. Mais là, il y a une mobilisation des équipes. Et encore une fois, il y a vraiment la difficulté, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, de dialoguer, de trouver des solutions. Et puis ensuite, de mettre dans les contrats des entreprises qui déconstruisent les clauses pour permettre cette conservation de matériaux. Alors ça, c'est un peu l'exemple c'est un peu l'exemple dont on est très fiers et qu'aujourd'hui, on essaye de reproduire sur d'autres sites, d'autres projets. Ça nous a permis aussi de monter des clauses qu'on met dans les contrats de nos entreprises. Et puis là, encore une fois, on avait du temps, on a réussi à faire quelque chose qui ne nous a pas coûté plus cher, qui ne nous a pas pris plus de temps, mais parfois on est plus Plus serré contraint. par le temps. Voilà, et donc on s'appuie aussi maintenant sur des outils clés en main qu'on co-construit avec des partenaires. Je pense par exemple à Batirim. On va pouvoir avoir un diagnostic de site maquetté numériquement, fait plus rapidement et enchaîné sur le fait de trouver des filières plus rapidement. Donc on devient de plus en plus efficace sur la déconstruction sélective. La dynamique est en marche. Exactement. Vous avez récupéré les stylos alors? Qu'est-ce que vous avez fait ces stylos dans les pots à Sanofi-Bagneux? Alors, j'étais pas encore là, donc je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est vrai, c'est une bonne question qu'on pourrait poser. Mais si on croise des aux gens équipes. avec des stylos Sanofi, on pourra Voilà, leur vous poser saurez la d'où ils question. viennent. Parfait. Merci beaucoup, Olivia. On va continuer un petit peu notre tour de table et un peu notre tour de France, puisqu'on était à Bagneux et on va aller du côté d'Alexandre pour parler d'un autre site historique dans le nord de la France. Ce site historique, c'est celui des Trois Suisses. Et là encore, je crois que vous avez travaillé dans cette démarche d'économie circulaire. Expliquez-nous tout cela. Alors, effectivement, on est sur un site qui a marqué l'histoire de la métropole. C'est le site logistique des Trois Suisses qui est au cœur de la métropole, sur les communes de Croix et de Villeneuve-d'Ascq, à côté du tramway, à côté du métro. Et il y a des milliers de personnes qui ont travaillé là. Et donc, on s'apprêtait à transformer ce site logistique en nouveau quartier. Et puis, la façon dont on l'a abordé, c'est de se dire il faut essayer de conserver l'histoire. Donc on va y faire un lieu de vie, on va faire un lieu où on va travailler la mobilité, on va faire un lieu où on va travailler la biodiversité, mais il faut aussi conserver l'histoire. Et donc on a essayé d'abord de conserver un maximum de bâtiments avec les contraintes d'urbanisme qu'impose forcément un bâtiment logistique qui n'est pas vraiment fait pour être un bâtiment à vivre, vous l'imaginez. Ensuite, donc on a conservé un bâtiment qui est transformé en parking silo. Et puis, on a travaillé, là aussi, on avait le temps, donc on a travaillé sur un inventaire pour faire un diagnostic complet des matériaux qui pouvaient trouver une filière soit en réemploi, soit en réutilisation, soit enfin en recyclage. Et derrière, c'est 10 000 m² de parquet chêne qui ont été récupérés, valorisés, démontés pièce par pièce, enfin latte par latte pour être palettisés et revendus. C'est 30 000 tonnes de béton qu'on a recyclé également. J'y reviens après, je crois. D'accord. On le disait, on parlait du site. C'est vrai que c'est aussi un site peut-être symbolique. C'était important de lui trouver une seconde vie, même ne serait-ce que pour le territoire, pour les gens qui habitent sur ce territoire. Voilà, en fait, là, on crée vraiment une histoire. C'est-à-dire que pour tous les riverains et tous ceux qui ont travaillé là, finalement, l'histoire du site se continue à travers ne serait-ce que même les nouveaux bétons qui vont être fabriqués avec 30% de granulats qui sont issus de l'ancien site. Donc ce granulat-là, symboliquement, finalement, il reste là. Il porte la mémoire un peu c'est la mémoire du site. Ouais. Et voilà, un historique extrêmement fort avec Trois Suisses, qui est une entreprise qui a presque disparu. Finalement, tout ne part pas à la poubelle, et tout ne part pas à la décharge. Au contraire, l'histoire se perpétue, quoi. Parfait. On a parlé de réemploi. Est-ce qu'on peut dire que ce projet de la Maillerie, c'est une sorte de bâtiment démonstrateur du réemploi en France? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez d'avant-garde sur ces sujets? Là, on est sur un projet pionnier, bien entendu. En France, c'est encore rare de réutiliser les granulats de béton dans la reconstruction des bâtiments sur le même site. Ça, c'est assez unique. La réutilisation de granulats, ce n'est autorisé que depuis 2015 dans les bétons de construction. Donc,
Voilà, on est sur quelque chose de pionnier. Et à cette ampleur-là, le directeur régional de l'ADEME nous disait encore récemment que c'était exceptionnel. Très concrètement, le phasage du projet, on l'a évoqué un petit peu au début, mais ça serait intéressant de le préciser. La démolition, elle s'est terminée l'été dernier, mais en fait, la caractérisation, l'inventaire, la caractérisation des bétons, tout ça s'est fait 1 an et demi avant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas sur un site pour démolir du jour au lendemain en faisant de l'économie circulaire. On s'y prend très en avance et c'est un temps qui est nécessaire à la fois donc pour caractériser les produits, mais aussi pour trouver les filières et vérifier qu'on peut bien utiliser ce parquet, le revendre parce qu'il n'y a pas de lindane dedans, qui est un pesticide, un insecticide toxique. Vérifier qu'il n'y a pas de polluants dans le béton, etc. Donc c'est ce temps-là qui est nécessaire à l'économie circulaire aussi. Ça sera peut-être un mot-clé d'ailleurs de toutes vos interventions, c'est cette notion d'anticipation qui est particulièrement importante quand on travaille sur ces notions-là. Naturellement, je vais me tourner vers Yvan, avec peut-être à votre tour une explication de la façon dont vous abordez cette notion d'économie circulaire dans vos projets. Alors justement, l'économie circulaire, on se rend compte qu'on en fait depuis de nombreuses années au travers des opérations de transformation lourdes, à l'image de l'opération qui s'appelle le Colorama, que nous avons réalisée à Nîmes. Une opération qui était un bâtiment qu'on peut considérer comme un déchet, puisqu'il était inoccupé depuis 5 ans par EDF, qui l'utilisait avant à usage de bureau. Et donc on en a fait une restructuration lourde pour rénover et transformer ce bâtiment en un bâtiment de logement de 70 logements. Donc avec une labellisation HPE Rénovation et un ensemble d'une conception qui a nécessité la mobilisation d'études, d'ingénierie et un coût construction qui est proche d'une opération neuve. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas, au lieu de partir des opérations existantes, pourquoi ne concevrions-nous pas une opération de bureau pour être mutable et évolutive en fonction de l'opportunité du site ou de l'opportunité de l'évolution de la ville. Et sur le bâtiment Work One que nous réalisons à Lyon, c'est un bâtiment qu'on appelle réversible, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui conçu pour être un bâtiment de bureau et qui demain, à faible coût de transformation, pourra devenir, suivant l'opportunité du site, c'est un site qui est bordé aujourd'hui par l'autoroute et qui sera déclassé à l'horizon 2030, pourra devenir une opération de logement à un coût moindre qu'une opération de réhabilitation classique telle que le Colorama. On évite une sorte de date de péremption des immeubles, on évite des bâtiments un peu jetables, c'est aussi la logique de l'économie circulaire. Exactement. Au lieu de concevoir la seconde vie d'un bâtiment existant, on anticipe son éventuelle seconde vie dès la conception de la première. Ce dernier bâtiment, il est au stade du permis de construire, c'est ça ? Il est au stade du permis de construire, les travaux devraient démarrer début d'année 2019. Bon, il y a des Lyonnais évidemment dans la salle, donc ils auront jeté un œil à ce bâtiment. On parle de conception et d'anticipation. Je vais peut-être redonner le micro à Olivia sur ces points-là. Est-ce que vous avez d'autres exemples en phase de conception aujourd'hui de bâtiments à économie circulaire ? Je pense qu'il y a une notion qu'on a évoquée au début. On parle beaucoup d'économie circulaire en parlant de matériaux. L'économie circulaire, ça se joue aussi sur la ressource temps, la ressource espace, et en intensifiant les usages d'un bâtiment. Donc je m'explique, par exemple, on est en train de travailler sur un bâtiment qui s'appelle Sways, qui est un bâtiment de réhabilitation de bureaux, de 40 000 m², de 8 étages. Et ce bâtiment-là, on veut vraiment le penser de manière à ce qu'il vive toute la journée et que tous ces espaces soient optimisés dans leur utilisation. Et c'est un vrai travail, ça, de conception et d'anticipation, parce que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on conçoit un bâtiment qui est ouvert sur son quartier et dont, en fait, on mutualise les espaces. Ce bâtiment-là, en fait, il y a tout un rez-de-chaussée avec une halle gourmande, avec ce qu'on appelle un living square, un endroit très agréable, très arboré, et puis avec un premier étage avec des salles de réunion. Et il y a aussi un parking, et ce rez-de-chaussée, ce premier étage, ce parking, ils vont être en partie mutualisés et ouverts sur le quartier pour que justement ce bâtiment vive du matin au soir en tout cas, et qu'on intensifie les usages dans le bâtiment.
Donc il y a un taux d'usage qui avant était peut-être relativement bas et qui aujourd'hui va être le plus optimal possible. Exactement, mais ça implique beaucoup d'anticipation parce qu'il y a des problèmes juridiques à ouvrir un bâtiment sûr. sur son quartier, on sort à des problèmes de sécurité. Il y a aussi des problèmes juridiques à mutualiser ne serait-ce qu'une cantine avec des gens de l'extérieur et des gens de l'interne du futur preneur. Donc on fait tout ce travail-là. Et puis bien sûr, on travaille aussi sur l'évolution des usages dans ce bâtiment. On a essayé d'implanter l'éclairage, la ventilation, de manière à ce qu'on puisse moduler totalement les espaces de travail et que si demain le premier preneur travaille d'une certaine manière, le suivant travaillera différemment, il puisse moduler ces espaces. Ça veut dire aussi qu'à travers un exemple comme celui-là, vous ouvrez d'autres chantiers. On a parlé du juridique ou du mode de fonctionnement pour d'autres projets éventuellement par la suite. Il y a un côté très pionnier aussi dans ce genre de bâtiment. Bah, c'est sûr que notre métier ne s'arrête plus à faire un bâtiment et le livrer et donner les clés. Aujourd'hui, on pense même en termes de services derrière, d'animation du bâtiment, parce que si on veut qu'il soit vivant et mutualiser les espaces, il faut peut-être qu'il y ait quelqu'un qui coordonne tout ça. Donc ça ouvre bien sûr à de nouveaux business models. Et je sais qu'on parlait hier sur le stand Week du bâtiment hybride à économie positive. Quelque part, c'est ça concret. C'est un bâtiment qui petit à petit va même être pourvoyeur de recettes, quoi. Parfait. Je vais redonner le micro à Yvan, puisque vous aussi, vous avez un bâtiment particulièrement intéressant. On a déjà eu la chance d'en parler sur le stand Big hier. Il s'agit d'un bâtiment ABC à Grenoble. C'est un concept, je crois, vraiment d'autonomie poussé assez loin dès sa conception. Expliquez-nous peut-être ce projet et puis son ambition d'autonomie, d'économie circulaire. Alors le concept ABC, ce qui veut dire Autonomous Building for Citizens, c'est un concept qui est développé par la recherche et développement de Bouygues Construction depuis 2012. Son ambition, c'est l'essence même de l'économie circulaire. Tel que le concevait Gaëtan Desruelles, c'était de concevoir un bâtiment qui soit autonome, qui soit indépendant des réseaux, qui puisse produire sa propre électricité, sa propre énergie et recycler au maximum ses déchets. Et c'est ce que nous avons réalisé sur la commune de Grenoble, qui est un site idéal pour accueillir ce genre de démonstrateurs, en partenariat avec le groupe Suez et l'architecte Valo Despistres, qui ont été associés dès le début de la conception. En termes d'économie circulaire, aujourd'hui, nous avons un taux d'autonomie du bâtiment de l'ordre de 70%, qui est exceptionnel. Pour arriver à ce taux d'autonomie, on a d'abord conçu un bâtiment qui est une enveloppe passive, en utilisant des matériaux biosourcés, avec l'usage du liège pour l'isolation extérieure, avec l'utilisation du ciment bas carbone, avoir des bâtiments bas carbone. Enfin, l'objectif était d'avoir un bâtiment bas carbone également, avec une haute qualité d'usage. Et en termes de ressources, nous allons récupérer la production d'énergie photovoltaïque sur le toit, qui va produire plus d'électricité que l'ensemble du bâtiment ne va en consommer, y compris avec ses usages. C'est donc un bâtiment BPOS, tous usages. Le point également très important, c'est que nous allons réduire de 60% la production des déchets à l'échelle du bâtiment en informant les habitants et en les faisant participer. C'est le C de citoyen, c'est le point important puisqu'on considère les habitants comme acteurs majeurs de cette autonomie. Nous allons également recycler l'eau de pluie du bâtiment, l'objectif étant de réduire la consommation d'eau issue du réseau par 3. C'est-à-dire que nous allons récupérer cette eau de pluie, on va la potabiliser, on va la réinjecter dans le bâtiment comme eau de consommation. On va ensuite récupérer les eaux usées, d'abord pour produire la chaleur de l'ECS, et ensuite on va réinjecter cette eau retraitée à usage des WC, et on va tester cette qualité d'eau pour demain pouvoir vérifier qu'elle peut également être réutilisée à usage des lave-linges. Donc on a vraiment une économie globale de l'ensemble du bâtiment pour atteindre cette autonomie et donc ce recyclage et cette économie circulaire. Oui, parce que le C de citoyen, c'est aussi le bien-être des futurs occupants. Donc ça, c'est un point qui doit être pris en compte aussi dans cette démarche. C'est un des points essentiels du bâtiment. Sans les habitants sur ce projet, on n'aurait que de la technologie et la technologie ne permettrait pas d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. L'idée du bâtiment ABC, c'est de préfigurer ce que sera l'habitat de demain. Parfait. C'est un bâtiment qui est aussi destiné du logement social, c'est un point important. C'est un bâtiment qui est effectivement vendu à un bailleur social de la ville de Grenoble qui est partenaire de cette opération. C'est Grenoble Habitat qui investit. 20 logements destinés à du logement social, 42 logements destinés à du logement intermédiaire. Non, mais tout ça pour dire que ce n'est pas non plus juste un luxe c'est pour l'habitat pour tout le pour monde, riches. effectivement. Ouais. Très bien. Un point sur le calendrier pour ceux qui l'auraient pas connaissance. On a lancé les travaux, on a posé la première pierre en grande pompe et on livrera début 2020
ce bâtiment et avec un showroom sur place qui permettra d'accueillir et de présenter l'opération de façon un peu générale. Bon, très bien. Grenoble est à quelques minutes de TER depuis Lyon, une petite heure. Donc ce sera l'occasion de faire un saut à Grenoble. Thierry, je vais vous redonner la parole. On a écouté nos invités. Vous êtes, je l'ai dit en introduction, un peu le rassembleur de cette conférence. Je serais preneur d'abord peut-être d'une réaction à ce qui a été dit. Et puis, plus généralement, quand vous écoutez nos invités, quand vous naviguez ici à Polytech, voilà, quel est votre ressenti sur l'engagement du monde du bâtiment vers des bâtiments circulaires? Est-ce que tout cela vous semble en bonne voie? Tout à fait. Bon, vous avez déjà pu constater que dans le groupe, beaucoup d'expérimentations, beaucoup de solutions pérennes sont déjà lancées et sont déjà opérationnelles. On voit bien que l'ensemble des entités de la construction du groupe Bouygues sont engagées pour l'économie circulaire. Et on voit bien on travaille tous sur l'une ou l'autre des dynamiques de l'économie circulaire. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, pour pouvoir massifier, il y a quelques freins à lever. Donc il y a des sujets sur les durées, il y a des sujets réglementaires, quelques petits sujets financiers, techniques, mais on va y arriver. Et je pense qu'il faut qu'on passe à une deuxième étape, une deuxième vitesse. C'est ne pas regarder juste un bout de l'économie circulaire, mais regarder vraiment l'économie circulaire comme un ensemble, comme un tout, et donc de travailler sur l'ensemble de ces dynamiques. Et c'est ce que je pense qu'on veut tenter dans le groupe en lançant en effet un nouveau concept de bâtiment, un peu comme il y a 8 ans, on a lancé le concept ABC qui était un peu... tout le monde, personne n'y croyait et on l'a quand même fait et on est dedans maintenant. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on démarre sur un concept de bâtiment qui va tout pousser en termes de circularité. Ça va nous permettre de voir les interactions entre les différentes dynamiques et ça va nous permettre d'évoluer, puis d'arriver dans quelques années avec un nouveau démonstrateur qui enclenchera un nouveau cycle de bâtiment. Voilà. Parfait. L'économie circulaire, on l'a dit, c'est le dialogue. Donc on va lancer sans trop tarder les échanges avec la salle. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà des questions parmi vous, des réactions sur cette notion d'économie circulaire. Allez, une première question. J'en ai noté également quelques-unes, donc on va pouvoir alterner. On vous écoute, je vous laisse vous présenter et nous indiquer votre question, votre réaction. Oui, bonjour, Jean-Baptiste Cotenceau, d'un cabinet d'études Sustainable Metrics. J'aimerais savoir comment évolue ou comment vous faites évoluer vos donneurs d'ordre sur ces thématiques-là qui parfois demandent des transformations de conception, donc de A à Z. C'est une question qui est un peu générale. Alors, est-ce qu'il y a une appétence et des attentes sur le sujet? Qui se lance dans cette réponse? Un ou plusieurs invités d'ailleurs. Moi, je veux bien démarrer. Allez, Thierry. Mais après, je laisserai la main. En fait, nos donneurs d'ordre, on a des donneurs d'ordre qui sont déjà motivés, qui poussent, donc qui sont un peu en avance de phase. Il y a des donneurs d'ordre qui sont... Il faut un peu aller les voir, leur dire écoutez, voyez les enjeux, voyez les constats d'aujourd'hui, on peut vous aider à aller plus loin. De toute façon, il y a la loi qui va vous obliger à des choses, donc on n'a pas le choix, il faut qu'on avance ensemble. Une première réponse. Alexandre. Sur les 3 Suisses, ce qui a été marquant, c'est qu'au départ, l'aménageur qui était Link City et Nodi ensemble, qui ne croyaient pas trop à cette thématique de l'économie circulaire. Et à un moment, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait des histoires qui se racontaient, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait des associations qui récupéraient des flux de matériaux et qui faisaient des choses avec et qui commençaient à donner du sens, quand ils ont vu que les matériaux, que le béton, il devenait du granulat et qu'on allait le réintégrer, ils se sont dit non, ces granulats, c'est les miens. Et donc, au départ, ils n'avaient pas forcément cette sensibilité, mais aujourd'hui, ils ont clairement compris la valeur ajoutée. Et finalement, ils donnent une histoire au site qu'ils n'avaient pas envisagé au départ. Olivia, je vous vois acquiescer sur la réponse d'Alexandre. Non, mais on se rend compte de 2 choses. C'est que l'économie circulaire nécessite vraiment un dialogue multiparties prenantes. Et je pense que le donneur d'ordre, il a cette force-là de pouvoir rassembler des gens, puisque c'est un agrégateur de prestations. Donc voilà, je parle en tant que maître d'ouvrage. Et quand tu racontes les petites histoires, en fait, on se rend compte que l'économie circulaire, c'est beaucoup plus qu'une question de matériaux. Ça s'inscrit aussi dans des démarches bas carbone. Ça s'inscrit aussi dans des démarches d'insertion sociale, d'emploi sur le territoire. Donc, les petites histoires qu'on peut raconter autour d'un projet comme Bagneux ou comme d'autres,
en fait, elle parle aussi aux collectivités et voilà. Elle raconte une plus grande histoire peut-être. Elle raconte une plus grande histoire. De territoire. Elle s'inscrit aussi, voilà, exactement. Parfait. D'autres questions peut-être dans la salle? Moi, j'en avais une, parce qu'on l'a un peu évoqué, on le voit aussi en vous écoutant. Il y a une dimension psychologique aussi dans ce changement des acteurs. Comment vous jaugez peut-être la maturité de vos clients, de vos interlocuteurs, et peut-être même de vos collaborateurs d'ailleurs sur ces sujets? On peut peut-être faire un tour de table là-dessus. Écoutez, la maturité, je crois qu'on la juge dans la volonté qu'on sent de notre client quand on lui fait des propositions. Et bien souvent, le premier frein pour nous qui arrivons sur le début d'une opération en déconstruction, c'est le temps qu'il est capable de nous accorder pour, au lieu de donner un coup de godet pour démolir, prendre le temps de déposer proprement pour remettre... D'anticiper, pour remettre dans la filière les matériaux. Voilà, ça prend plus de temps, c'est une réalité. Et puis après, si on le voit quand même aujourd'hui, parce que si on se repenche même 3 ou 4 années en arrière, on n'avait aucun maître d'ouvrage qui avait diagnostiqué son bâtiment au préalable, malgré les obligations, et qui avait commencé à réfléchir à ce qui allait pouvoir être la filière de chacun des matériaux. Aujourd'hui, un certain nombre de nos clients reviennent vers nous en ayant déjà diagnostiqué et prévu des filières pour tel ou tel matériau. Voilà. Ouais, donc on voit bien qu'il y a un état universel, d'esprit qui évolue. Je crois qu'on est tous touchés par l'économie circulaire aujourd'hui au quotidien et que ça rentre dans le crâne de chacun d'entre nous, qu'on soit entreprise, maître d'ouvrage. Voilà. Parfait. Yvan, peut-être sur ce point, est-ce que les esprits changent? Chez Linkcity, ça fait partie de notre ADN d'apporter une valeur environnementale, une valeur d'usage au bâtiment. Et c'est une valeur qui est vraiment partagée autant par la direction que par l'ensemble des collaborateurs aujourd'hui, à tous les stades du développement d'un projet. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres réactions, d'autres questions dans la salle? Bon, je vais continuer de poser quelques questions. On aime bien dans ce genre de conférence jouer un peu les Madame Irma, sortir les boules de cristal pour savoir ce qui va se passer dans le futur. Alors, ce matin, on avait un rendez-vous avec Thierry où on parlait d'un bâtiment circulaire en 2025. Là, on est à Polytech 2018, il y a un Polytech en 2020, en 2022, en 2024. À quelle échéance on n'aura plus besoin d'organiser des conférences comme celle-ci parce que ça fera partie du lot du métier? Thierry, est-ce que 2025 vous convient? 2025, c'est pour arriver à l'état où on a un démonstrateur qui est engagé, qui est en cours de construction, voire qui est terminé et qu'on va pouvoir voir, on ira le toucher. Et donc en 2025, on parlera d'autre chose. En 2012, au début d'ABC, quand on parlait de BPOS, tous usages, c'était assez loin pour tout le monde. Aujourd'hui, quand on est en train de le construire, un BPOS tous usages, je ne dis pas que c'est un bâtiment courant, mais tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait ce que c'est. Pour moi, en 2025, on sera en train de démontrer la pertinence des solutions circulaires, des conceptions circulaires de bâtiments, et on aura les premiers démonstrateurs. Donc quel sera le sujet de 2025 ? Là, en effet, j'ai pas de boule de cristal. Très bien. Sur cette projection, à quelle échéance vous voyez s'imposer cette thématique? Olivia, peut-être. On espère que les choses vont quand même s'accélérer. On sait qu'il y a une feuille de route économie circulaire qui est en préparation, qui va sortir en février. Donc, je pense qu'il y a quand même un élan qui fait qu'on va réussir à passer le cap. Vous parliez de freins psychologiques. C'est sûr qu'il y a, pour moi, il y a aussi, il faut qu'on arrive à réemployer les matériaux. Aujourd'hui, on arrive à déconstruire, mais il faut que demain, on n'ait pas de frein à mettre du matériau de seconde main dans nos bâtiments, par exemple. Moi, j'ai bon espoir. Je vous parlais de Swayze. Il y a 9000 m² de sol souple qui ont été qu'on a transféré, qu'on a déconstruit et qui ont été pris par un confrère promoteur dans un bâtiment de bureau. Donc je pense que ça arrive. Il y a quelques freins à lever. Après, de là à vous dire de quoi on parlera ici en 2025, je laisse mon micro à Madame Irma à ma gauche. Je crois qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le digital, qui est quand même en train de pénétrer le monde aujourd'hui dans notre quotidien. Et là, le digital va permettre d'ouvrir... Il ne faut pas oublier qu'un matériau dans l'économie circulaire, on le prend quelque part, on le remet quelque part. Et ce quelque part, ça va permettre d'ouvrir le spectre, le champ, qui va être bien plus grand, bien plus large. Et ça va apporter de nouvelles opportunités pour pouvoir contribuer justement à ce qu'on fasse de l'économie circulaire. Le numérique au service de l'économie circulaire. Tout à fait. C'est un sujet également. Tout à fait. Alexandre, sur vos prévisions.
ce que je vois, c'est que les acteurs bougent vite. C'est-à-dire que nous, sur les 3 Suisses, là, sur la maillerie, on a eu les pires difficultés à trouver un démolisseur qui était prêt à jouer le jeu, de faire une usine de concassage et de criblage sur le site. Et finalement, on l'a trouvé. Et finalement, maintenant, tous les démolisseurs de la région s'y sont mis. Donc, on voit que le sujet, Oui, ça inspire, il en local. et il fait changer les choses assez rapidement. Enfin, les choses changent assez rapidement. Néanmoins, il y a un obstacle à l'échelle de toutes les filières qu'on peut avoir dans les différents produits, dans les différents matériaux de la construction. C'est justement la création à chaque fois de ces filières industrielles, du producteur de ressources au récupérateur et à celui qui va les installer. Et là, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà, on est quand même sur des sujets où à chaque fois, il y a une sensibilité environnementale, sanitaire. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des matériaux. Il faut d'abord vérifier qu'ils soient effectivement capables d'être réutilisés. Et donc, il ne faut pas aller non plus vite que la musique. Il faut que ces filières se mettent en place dans un cadre normé, réglementaire, qui satisfasse tous ces critères-là. Il y a des matériaux qu'on ne réemploie pas aujourd'hui, qu'on pourrait réemployer prochainement. Bah oui, sûrement. Oui, il y en a. Il y a déjà, il faut qu'on change notre façon de construire pour permettre d'intégrer de la déconstructibilité dans nos constructions déjà. Et puis il y a des filières, il y a plein de filières à créer. Voilà, aujourd'hui ça c'est clair. Par exemple, la filière faux plafond n'existe pas aujourd'hui pour autant, parce qu'un faux plafond utilisé tout gris, personne n'a envie de le réutiliser. Mais pour autant, on pourrait. Voilà. Donc après, c'est... Oui, c'est aussi des choix de conception. Parfait. Est-ce qu'on a une dernière question ou réaction? Oui, sur ma droite. Alors, est-ce qu'on peut... Hop, on va ramener un micro. Je vous laisse vous présenter et poser votre question. Bonjour, Marianne Rito. Moi, je travaille pour une entreprise qui fabrique des produits recyclés et j'ai du coup dans mon écosystème beaucoup de fabricants de produits biosourcés qui sont face à un problème, c'est qu'aujourd'hui, forcément, un produit biosourcé peut coûter plus cher qu'un produit classique non recyclé ou non biosourcé. Ou en tout cas, même s'ils ne sont pas plus chers, on ne peut pas forcément casser les prix comme le font certains fabricants. Du coup, quelle est votre politique là-dessus? Est-ce que vous intégrez dans votre budget justement le fait de pouvoir intégrer ce type de matériaux ou pas? Alors, qui souhaite répondre sur cette question des coûts, toujours délicate? C'est toute la question quand même qui est évoquée depuis des années. Je veux dire, quand je disais tout à l'heure que les entreprises comme la nôtre poussaient depuis 30 ans à faire alors on appelait ça du recyclage avant de faire de l'économie circulaire, c'est qu'effectivement ça passait économiquement ça passait pour nous, puisque dès qu'on demandait un petit peu plus à notre client, au maître d'ouvrage, il n'était pas prêt à mettre l'argent. Aujourd'hui, malgré tout, on a quand même un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui sont prêts. Vous prenez ne serait-ce que des opérations comme du BBC, quelque part ça coûte un petit peu plus cher au départ. Donc je crois que les mentalités changent et on essaie quand même d'observer, d'analyser le cycle de vie un peu plus global que simplement le petit moment là où on passe sur le sujet sur lequel on est. Une réaction peut-être Thierry sur cette notion de coût? Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Didier. On est vraiment sur les logiques de donner des choses au meilleur coût. Alors, je parle beaucoup de coût global et pas uniquement de coût d'investissement. Donc, comment réussir à bien valoriser en effet des matériaux biosourcés, des matériaux des MPS, des matériaux démontables, recyclables. Il y a des sujets et il faut qu'on trouve des arguments pour faire qu'en effet, au global, donc sur un coût global, c'est intéressant. Et là, on aura l'oreille d'un certain nombre de clients, d'un certain nombre de donneurs d'ordre. Pas obligatoirement tous, mais un certain nombre. Et ça permettra de lancer la machine. Très bien, j'espère que la réponse vous convenait. Une dernière question peut-être juste avant de terminer cette conférence. Bon, quelqu'un va peut-être s'arrêter sur celle-ci, non sans remercier nos invités pour leur témoignage et leur implication dans la préparation de cette conférence. C'est important. Ils sont évidemment à votre disposition pour échanger à l'issue de cette conférence. Merci également de nous avoir suivis. Je fais un peu de promotion, mais il se passe beaucoup de choses sur le stand de Bouygues, juste là-bas, avec des sessions, des pitchs, des rencontres. Donc voilà, tous ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y jeter un œil ou de s'y déplacer, je vous incite vraiment à venir nous voir. Et puis plus largement, je vous souhaite une excellente journée sur le salon Polytech. À bientôt, enfin.